Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il faut dire à votre médecin pour être diagnostiqué autiste. C'est-à-dire, je vais vous faire part en fait de mon expérience. Évidemment, chacun devra adapter ça à son propre cas. Mais en ce qui me concerne, voilà ce que j'ai dit lors de mon premier rendez-vous avec le psychiatre spécialisé, qui ensuite m'a orienté vers les tests spécifiques. Donc voilà, des éléments qui ont fait que le docteur n'a pas à aucun moment douté de ce que je pouvais être. Voilà. Donc, je vais vous lister en fait ce que je lui ai dit. Et ça va vous donner des indications aussi par rapport à vous-même pour savoir si vous êtes éventuellement concerné ou pas, hein, si ces éléments font écho à votre propre situation. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires si ça fait écho chez vous, si vous avez des choses différentes que vous voudriez dire, si vous avez des choses similaires, hein, ça m'intéresse aussi. Voilà, je vous en remercie par avance. Alors, voilà, première chose que j'ai dit, c'est que quand j'ai un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous médical, professionnel, même personnel, plus rare, personnel évidemment, je fais systématiquement le trajet à l'avance pour repérer, même si c'est loin. Je fais le trajet de la même façon que quand je vais le faire pour le rendez-vous, c'est-à-dire s'il faut prendre les transports en commun, je le fais, si c'est en voiture, je le fais, si c'est à pied, je le fais, même si c'est loin. Voilà. Si vraiment techniquement c'est impossible parce que, imaginons, j'ai un rendez-vous à Marseille alors que j'habite Paris, évidemment, je ne vais pas faire le trajet à l'avance. Par contre, quoi qu'il en soit, je vais regarder au moins sur Google Street à quoi ressemble l'endroit où je vais me rendre. Je vais explorer tout le quartier, voir par où j'arrive, faire le trajet que je vais devoir faire à pied depuis la gare, ou voir si je suis en voiture, où est-ce que je vais trouver des parkings, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment une reconnaissance précise des lieux du trajet, des horaires, etc. Voilà pour le premier point. Pour le deuxième point, je lui ai dit que les douches et toilettes communes, pour moi, c'est impossible. Pour information, par exemple, hein, un exemple, j'ai été en formation pendant 6 mois dans un institut, dans une école, où les douches et toilettes étaient communes. On était logés dans l'institut, euh, donc on avait des chambres, mais douches et toilettes communes dans le couloir. J'ai pas utilisé les douches une seule fois. J'utilisais bon an mal an le lavabo de la chambre. On avait un petit lavabo, un petit miroir, où je me faisais ma toilette, y compris les cheveux. Je vous raconte pas l'inondation. Et pour aller aux toilettes, j'attendais la nuit. Voilà. Alors c'est pas toujours évident, mais je vous assure que c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, pour être sûr de croiser personne et de pouvoir être tranquille. Lorsque je me rends à la cantine, alors je me rends à la cantine que lorsque je suis dans un cadre professionnel, notamment en formation, parce que sinon évidemment j'apporte ma gamelle que je mange tout seul dans mon bureau. Mais lorsque je vais en formation, souvent il n'y a pas le choix. J'y vais avec mon groupe professionnel, j'y vais avec le groupe de la formation. Si pour une raison X, il n'y a pas de groupe de formation, enfin voilà, si le cas se présente qu'on n'est pas par exemple 10 ou 15 à aller à la même table et que je dois être tout seul, j'y vais pas. Voilà, j'y vais pas et je ne mange pas. Ou bien je sors pour aller trouver un sandwich si c'est pas trop anxiogène, mais clairement, voilà, je peux pas aller à la cantine seul et m'installer à une table, voilà, c'est trop anxiogène. Un autre exemple, si je suis en retard à une réunion de travail qui se trouve hors les murs, si je suis en retard, je ne peux pas rentrer dans la salle. Je repars. Voilà. Une fois, ça m'est arrivé d'avoir à faire en voiture pour le travail un Paris-Nantes avec une voiture de service. Je suis arrivé 1 heure en retard parce que je m'étais perdu. À la réunion, j'y suis donc arrivé 1 heure en retard.
J'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'il y avait 50 personnes déjà assises en train de discuter. J'ai juste entrouvert, lancé un œil, je suis reparti, sans m'y rendre. Et j'ai prétexté à mon patron le lendemain que j'avais eu une panne, une crevaison, et que j'avais fait, voilà, j'avais fait réparer, etc. Et que du coup, j'avais pas pu m'y rendre. Un autre exemple, lorsque je suis justement en formation ou en cours, ça m'est arrivé de faire des cours du soir pour acquérir certaines compétences. Je ne prends jamais de notes parce que moi personnellement, je retiens tout sans écrire. Écrire me déconcentre en fait. Si j'écoute de manière vraiment concentrée, je retiens. Je retiens, il n'y a pas de difficulté, ça a toujours été comme ça. Si je prends des notes comme tout le monde, quoi, hein, je retiens rien. Mais parfois, ça froisse le formateur ou le professeur. Et j'ai souvent eu des remarques, vous, ça vous intéresse pas, vous prenez pas de notes, vous n'avez pas besoin. Non, effectivement, j'ai pas besoin. Et en plus, si je le fais, c'est pire. Donc ce que je fais de temps en temps, quand je sens ou que je vois que ça peut me porter préjudice, je prends quelques notes par-ci par-là, des mots clés, voilà, histoire de dire que ma feuille n'est pas vierge quand le formateur passe. Où je fais des petits dessins. Ça par contre, ça m'aide à me concentrer. Voilà, si je crayonne pendant la formation, mais par contre, ça aussi, c'est pas toujours bien vu. Un autre exemple très très révélateur, lorsque je prends le train, par exemple, pour une longue distance, notamment en TGV, je réserve les 2 sièges. De façon à être certain de n'avoir personne à mes côtés. Alors si je peux, je réserve en première, vous savez, dans la rangée unique. Si je peux pas et que c'est pour le travail, par exemple, le travail me réserve un billet de 2e classe, je m'empresse de réserver avec mes propres deniers la place d'à côté, de sorte à ce qu'il n'y ait personne à côté de moi. Je l'ai même fait une fois pour un vol. J'ai fait un Paris-Tokyo. J'ai réservé un siège en plus pour être sûr d'avoir personne à côté de moi. Et je vous le donne en mille, en plus, ça n'a pas marché parce que il y a eu ce jour-là une inondation dans l'aéroport d'Osaka. Du coup, il y a eu un vol annulé et ils ont rempli mon vol qui lui n'était pas annulé avec une certaine quantité de passagers qui étaient du coup sans vol. Et je me suis retrouvé finalement, on m'a demandé si c'était possible de prendre cette place, puisqu'il n'y avait personne. Voilà, l'hôtesse me l'a demandé gentiment, j'ai pas pu dire non. Et voilà, mais en tout cas, j'ai été jusqu'à réserver un 2e siège dans un avion avec un vol pourtant assez coûteux. Une autre particularité, je surveille, je pense, au moins 100 fois par jour mes poches en cours de journée, mes poches de jeans notamment, ou de pantalon, pour vérifier que je ne perds rien. Je ne perds d'ailleurs jamais rien dans ma vie parce que je suis toujours en hypervigilance à ce propos et du coup je suis toujours en train de vérifier que mes clés, mon portefeuille, mon téléphone, que sais-je, sont toujours bien en place. Voilà. Une autre particularité, un autre exemple, je ne vais jamais au restaurant seul, sauf si je suis certain d'être à une table isolée et tranquille. Parce que pareil, je pars souvent en mission, en formation, et donc il faut bien déjeuner ou dîner. Dîner souvent d'ailleurs, parce que le déjeuner souvent on le prend malheureusement à la cantine. Souvent pour le dîner, on se débrouille, et donc moi évidemment je ne vais pas avec le groupe. Donc j'essaye soit d'aller me chercher quelque chose à manger dans ma chambre d'hôtel, soit j'aime bien aller au restaurant tout seul, mais il faut absolument que ce soit un restaurant calme, avec une table isolée, tranquille, donc souvent une table chère, mais bon, c'est le prix de ma tranquillité. Autre chose, là on rentre un peu dans les hyper, sensibilité, vigilance. Je prends des bains à une température très chaude, au-delà de 42-43 degrés. Une température qui est souvent insupportable pour les autres. Moi ça m'apaise. Alors c'est vrai que c'est pas bon du tout pour la peau, pour le corps, m'a-t-on dit, d'un point de vue médical.
Mais en tout cas, c'est la seule façon pour moi de prendre un bain de manière agréable. Dans les hippos aussi, je ne ressens que peu ou pas la douleur. Voilà, typiquement, je me suis fait piquer par une guêpe au pied il y a quelques jours. J'ai senti la piqûre, mais après, terminé, quoi. Ça a beau être gonflé, je n'ai pas mal. Dans ma vie, j'ai eu des accidents de santé très importants, et du coup, ça met aussi en vigilance, d'ailleurs, depuis que j'ai mon diagnostic, à savoir que ben, c'est dangereux de ne pas ressentir la douleur, parce que ça m'est arrivé un jour, après une opération toute banale, euh, j'ai finalement, au niveau du cathéter, fait un caillot de sang qui bah, s'est décroché et s'est logé dans l'artère pulmonaire. J'ai fait une embolie pulmonaire. Donc je me sentais mal, la nausée, la tête qui tourne, mais pas de douleur. Et quand je me suis rendu aux urgences, on m'a fait un scanner qui a détecté une double embolie pulmonaire. Et les médecins étaient tous très très étonnés que j'ai aucune douleur dans la poitrine. Et non, aucune douleur dans la poitrine. Donc je sais que je pourrais mourir heureux sans avoir mal, c'est très bien. Par contre, je pourrais aussi mourir bêtement alors que quelqu'un de neurotypique, sans cette particularité, ben, aura peut-être le temps d'appeler le 15 et de se faire soigner parce qu'il a une douleur à la poitrine. Autre particularité, les repas entre amis. Que je parle vraiment des repas entre amis, pas avec des connaissances. Moi, je suis à l'aise qu'avec 4 ou 5 personnes, moi y compris. Si c'est plus, je me renferme dans ma bulle et c'est pas possible pour moi de. Voilà, il faut 4. 4, c'est vraiment l'idéal. Plus, c'est intenable. C'est trop de bruit, trop de conversations différentes, trop de gens différents auxquels s'adapter, même si je les connais, c'est pas possible. Autre chose, si je n'y pense pas spécifiquement, je m'habille toujours pareil. Alors, plus le temps passe depuis mon diagnostic et plus j'y fais attention. Mais sinon, j'ai toujours tendance à prendre les mêmes vêtements, confortables, ceux qui me vont bien, ceux dans lesquels je me sens bien. Bah, ça peut arriver pendant 15 jours que je mette le même vêtement. Alors j'en ai plusieurs exemplaires similaires, donc même si je me change, bah, ça ne se voit pas. Et ça peut être exaspérant pour les autres, que ce soit parce qu'ils ont l'impression qu'on se lave pas, qu'on se change pas, ou simplement parce que bah, ça les irrite à force de nous voir tous les jours avec la même chose. Ça arrive, et ben moi j'y fais pas gaffe. Alors maintenant j'essaye d'y faire attention, mais ça me coûte. Encore un exemple, pour aller dans un endroit habituel, typiquement, je vais déposer mon enfant à l'école. Le trajet domicile-école, c'est toujours le même. Moi, je ne peux prendre qu'un seul itinéraire, toujours le même. Celui que j'ai découvert la première fois où on s'est installé et qu'on a fait le trajet pour trouver l'école. Sans ça, je me perds. Ou ça m'angoisse énormément de me concentrer, d'être sûr de pouvoir trouver le bon itinéraire. D'ailleurs, je mets toujours le GPS, y compris pour les trajets domicile-travail de tous les jours. Ça m'apaise, ça me permet de me concentrer. J'en ai parlé un petit peu dans le vlog du mercredi. Ça permet d'être sûr de ne pas perdre d'attention là-dessus. La conduite me demande déjà suffisamment d'attention. Et du coup, ça me permet d'avoir le GPS, d'être détendu. Voilà. Alors un autre truc qui heureusement a disparu, quasiment disparu depuis le Covid, c'est la bise. Vous savez la bise horrible là. Ça c'est affreux, c'est horrible, c'est un calvaire. J'ai fait un séjour outre-mer notamment où c'était vraiment la norme de faire la bise. Outre-mer, hein, alors tout le monde est en sueur, c'est horrible, et on se fait tous la bise. Je vous raconte pas en plus les épidémies quand il y avait du rhume ou je sais pas quoi. Alors là, tout le monde y passait à tous les coups. Bon, il n'y a plus de bise depuis le Covid. En tout cas, moi, je n'en fais plus jamais. Je vois que ça a repris un petit peu chez certains, mais c'est quand même rarissime.
notamment au travail. Il n'y a plus de poignée de main non plus, ou très peu. Voilà, c'est très bien, parce que ça, c'est des choses qui m'irritent au plus haut point. Qu'est-ce que j'ai dit encore au médecin? Je lui ai dit que je suis depuis tout petit, tout le temps en train de me mordre l'intérieur des lèvres, l'intérieur des joues, pour faire baisser mon anxiété. C'est une sorte de tic qui me permet de me faire baisser mon anxiété. Alors c'est pas très bon parce que des fois j'arrive à me faire mal, à faire saigner, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et j'ai aussi un autre tic qui est de me frotter les sourcils, comme ça, de sorte à me concentrer, à me détendre. Mais parfois, je le fais tellement que j'ai plus de sourcils. Ça fait des trous. Et bon, pareil, c'est pas très discret. Une autre particularité, c'est que moi, j'ai pas le besoin de me confier quand j'ai un problème ou que je suis triste. En tout cas, j'ai pas besoin de me confier à un humain. Me confier à un animal, ça peut. Me confier à un journal intime, ça peut. C'est rare, mais ça peut. Me confier sur cette chaîne, c'est nouveau. J'essaye, c'est une sorte de nouvelle thérapie. Mais en tout cas, me confier à un ami, à un proche, à la famille, ça je l'ai jamais fait personnellement. Et c'est vraiment pas un besoin. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le sentiment que de toute façon, les gens ne pourront pas me comprendre, ne pourront pas m'apporter d'aide, et que j'ai pas forcément de besoin de soutien. Voilà. Après, on rentre dans les problèmes praxiques, parce que je suis dyspraxique aussi, comme souvent le sont les autistes. Je ne sais pas faire mes lacets. Je dois les refaire à plusieurs reprises dans la journée parce qu'ils tiennent pas. Ma façon de les faire, pourtant j'ai essayé d'apprendre 100 fois, ça tient pas, ça se défait tout le temps. Donc bon, j'ai trouvé la parade depuis que je suis diagnostiqué. Je ne mets plus de chaussures à lacets. Même si dans le cadre du travail c'est mieux, et ben tant pis, j'en mets pas. Donc non, voilà, je mets des chaussures qui s'enfilent directement. Ils sont faits aussi des assez habillés, donc ça le fait. Une particularité, je suis droitier, mais je coupe avec le couteau de la main gauche au repas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai appris comme ça. Je ne sais pas faire autrement. Donc je coupe avec la main gauche, je tiens avec la fourchette avec la main droite. Voilà, pourtant je suis droitier. J'écris mes zéros à l'envers aussi, quand j'écris le chiffre zéro, par rapport à l'ensemble des autres personnes que je connaisse. On me l'a souvent reproché depuis l'école élémentaire, mais je ne sais faire que comme ça. Alors un classique, je ne comprends pas toujours les blagues, hein, je suis plutôt premier degré. Alors quand moi j'en fais, il peut y avoir des blagues très élaborées, d'ailleurs qui sont souvent pas comprises, mais par contre moi-même, je ne comprends pas la plupart du temps les blagues des autres. Un autre cas, lorsque je suis en entretien professionnel, typiquement un entretien de recrutement, un concours, enfin vous voyez un oral hein, d'examen, je n'ai aucune idée, on me demande toujours à la fin, c'est bien passé? Je n'en sais rien. J'ai toujours l'impression que ça s'est bien passé, pour moi, puisque souvent les jurys ou les patrons qui nous reçoivent sont dans un style assez neutre. Hein. Ils vont pas nous dire ah, vous êtes nul ou vous êtes formidable pendant l'entretien. Ils se laissent le temps de la réflexion après coup. Et du coup, je suis très souvent très étonné du résultat. Que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, parce que je n'arrive pas à lire le feedback. Voilà. Un autre truc bizarre, j'adore les massages appuyés. Voilà, j'aime pas trop le toucher, le contact, mais les massages appuyés assez forts, j'aime bien. Mais si on ne me parle pas, si on me parle en même temps, ça arrive des fois. Vous faites un massage, je sais pas, un institut de beauté ou autre. Des fois, la masseuse ne peut pas s'empêcher de vous faire la conversation. Ça m'horripile. Un autre exemple, j'ai beaucoup de mal à attendre devant l'école que mon enfant sorte de classe avec les autres parents. C'est très difficile parce qu'on s'observe. On vient se taper la discute de la pluie et du beau temps. Alors souvent, moi, ils viennent me voir les 3 premiers jours, puis après, ils viennent plus parce qu'ils ont compris. Mais
Voilà. J'ai du mal à reconnaître les gens. J'ai un problème de reconnaissance de visage. Alors je sais que ça porte un nom scientifique, mais je ne me souviens plus là actuellement. C'est la prosopagnosie, je crois. Je reconnais pas les gens. J'ai tendance du coup à me présenter plusieurs fois, pensant que c'est notre première rencontre. Par exemple, je prends un nouveau job, je vais croiser un collègue dans le couloir, je vais me présenter. Le collègue va me dire, bah oui, mais on s'est déjà vu ce matin ou hier. Ah, ça c'est cool. Ou dans un job où il y a 100 personnes dans l'entreprise, par exemple, je vais jamais me rappeler à qui j'ai dit bonjour ce jour-là. Même une fois que j'y suis depuis 2 ans et que je connais tout le monde, ça y est, je les reconnais à peu près. Bah, je ne vais pas savoir si j'ai dit bonjour ou pas. Dans le doute, je dis bonjour, et il y en a, je leur dis bonjour 4 fois par jour. Problème dyspraxique aussi, j'ai une très vilaine écriture. Même si je fais des efforts incommensurables, j'ai vraiment une très mauvaise écriture. J'arrive pas à faire plus joli. Une autre particularité, j'ai su lire vers 4 ans, sans qu'on m'apprenne, et sans que je sache comment j'ai appris. J'ai pris des bouquins, et puis j'ai appris à lire. Voilà. D'ailleurs, en CP, quand j'ai commencé le CP, l'institutrice m'appelait l'éclair. Parce que je connaissais mon alphabet par cœur. Je le disais en mitraillette. J'apprenais mes récitations en une fois, je les lisais, je les savais. Je savais déjà additionner, soustraire, multiplier. Dès le début de l'année, j'ai tout compris dès qu'on a eu l'explication. Donc elle m'a demandé si elle pouvait m'appeler l'éclair. Je lui ai dit non, non. Parce que je voulais surtout pas être stigmatisé déjà à l'école. Un peu plus tard, en CE2, j'ai eu un instituteur qui me frappait. Ça existait encore à l'époque. Parce qu'il trouvait que je le narguais en souriant tout le temps. Même quand il me grondait, parce que lui, il me grondait souvent. Parce que j'étais, par exemple, nul en EPS. Et il trouvait ça, voilà, pour lui, l'EPS, c'était le plus important. Donc, et moi, j'avais toujours une sorte de sourire figé sur mon expression. Il avait même convoqué mes parents pour demander pourquoi je me foutais de sa gueule. Et pourtant, je vous prie de croire qu'à force de me prendre des claques derrière la tête, j'essayais de pas sourire, hein, mais c'était mon expression. Celle que j'ai là, je pense. Voilà. Pour revenir au sport, j'ai toujours été nul en sport. À l'école, j'ai toujours été nul en sport, encore aujourd'hui d'ailleurs. J'ai toujours été le dernier choisi pour les jeux de groupe. Et d'ailleurs, ça m'a valu d'être dispensé par le médecin la plupart du temps scolaire parce que c'était une phobie abominable. Pour vous dire la vérité aussi de ce que j'ai dit au médecin pour mon diagnostic, je trouve tout le monde idiot, ou presque, honnêtement. Je trouve que les gens sont bêtes d'une manière générale. Il manque clairement d'intelligence et de recul. Sur d'autres aspects, le toucher par exemple, je trouve que le coiffeur pour moi c'est un calvaire. Le coiffeur, je choisis ma coiffeuse en fonction de celle qui parle le moins plutôt que celle qui coupe le mieux, clairement. Une autre particularité, je ne comprends pas le concept d'apporter quelque chose quand on est invité à dîner chez quelqu'un. Je vois bien que c'est important pour les autres, mais moi je ne comprends pas. Quand on m'apporte une bouteille de vin lorsque moi j'ai invité quelqu'un, je suis dégoûté parce que moi personnellement j'ai choisi le vin que j'aime. Donc c'est pas pour ouvrir une bouteille de piquette que m'a ramené le voisin ou une bouteille de Bordeaux que j'aime pas, même s'il est bon. J'écoute aussi les mêmes chansons en boucle plusieurs dizaines de fois, plusieurs centaines de fois, pendant plusieurs jours ou semaines, puis je change. Puis c'est une autre chanson qui revient en boucle. Voilà, ça m'apaise énormément. C'est pareil pour les films, que je peux regarder des dizaines, sans doute des centaines de fois. Il y a des films que j'ai regardés sans doute des centaines de fois. Je connais les dialogues par cœur, mais ça me fait toujours du bien de les regarder, c'est apaisant. Lors d'un départ en famille, quand on part vers une destination quelconque, si on a donné un horaire, je harcèle tout le monde pour partir à l'heure convenue. Même s'il n'y a pas d'enjeu, mais si on a dit l'heure, je veux qu'on parte à l'heure. Si l'heure est trop dépassée, je ne vais plus avec eux. C'est pas possible pour moi, c'est trop anxiogène. Une autre particularité, très autistique je pense, c'est que je ne supporte pas les choses de travers. Les cadres au mur, les poignées de fenêtre,
les poignées de porte, ce genre de choses. C'est pareil, les volumes sonores des appareils électroniques. Vous savez qu'on peut régler le volume à 8, à 13, à 18 sur la télé par exemple. Pour moi, c'est pas possible. Ça doit être des nombres pairs ou des multiples de 5. 5, 10, 12, 15, 18, mais pas 17, pas 9. Ça, c'est pas possible. Quand je suis extrêmement stressé, en crise, je me tape la tête contre les murs ou avec les mains. J'essaye d'arrêter maintenant. J'ai arrêté d'ailleurs depuis que j'ai un enfant pour pas montrer l'exemple, un mauvais exemple. Mais sinon, c'est très salvateur, même si c'est pas terrible. Quand j'ai une entrevue stressante que je prépare, je répète mon texte bien à l'avance, plusieurs fois, pour le maîtriser. Et je me force à regarder les gens dans les yeux. Même si pourtant naturellement je regarde ailleurs pour mieux me concentrer. Pour me concentrer d'ailleurs j'ai besoin de musique répétitive, on en revient à mon truc d'avant. Je mets ma chanson en boucle et là ça me permet de mieux me concentrer pour travailler. Lorsque j'attends des amis à dîner par exemple, je bois un verre avant ou je prends un Xanax. C'est pas possible de les accueillir si j'ai pas eu un anxiolytique. C'est pas possible. Pour les trajets, je pars toujours 50% plus tôt du temps à mes rendez-vous. Même si je les ai reconnus à l'avance, comme je vous ai dit. Si par exemple il faut 1 heure pour aller d'un point A à un point B, je pars 1h30 avant. S'il faut 3 heures, je pars 4h30 avant. C'est un calcul qui fait que je pense que je peux répondre avec ça à tous les aléas. Je sursaute quand on me touche. Voilà. Même si je le vois venir, je sursaute. Je haïssais la récréation à l'école. Vous comprenez bien pourquoi pour un autiste. C'était vraiment une cause d'anxiété extrême. Et je me perdais souvent dans les couloirs de l'école. Vous savez, quand la maîtresse disait, tiens, machin, va emmener le papier là à la directrice ou à l'école, la classe de CM2, je me perdais systématiquement dans les couloirs, dans les étages. Un calvaire. Je déteste tous les travaux et activités de groupe. Vous savez, en formation, typiquement, allez, on se met en sous-groupe, et alors là, c'est pareil, crise d'angoisse assurée. Concernant les courses alimentaires, je fais mes courses uniquement en drive, pour croiser personne, ou alors j'y vais un tout petit peu avant la fermeture du soir, pour que ce soit calme. Je ne peux pas passer un appel téléphonique dans le cadre privé. Je passe par Doctolib, je passe par des applications de commande pour de la bouffe, je passe par des commandes internet, mais je ne peux pas passer un coup de fil privé. Dans le cadre pro, j'y arrive. J'enfile mon scaphandre et j'y arrive. Souvent, on me dit, mais t'es sourd, parce que j'entends pas. J'entends pas ce que les gens me disent. Mais en fait, c'est que j'ai du mal à me concentrer. Parce que souvent, il y a un détail qui m'obsède, un bruit, une forme, ou bien je me suis forcé à regarder dans les yeux. Et du coup, c'est vrai que tout le monde me pense un peu dur d'oreille. En fait, j'ai fait des tests, aucun problème auditif. C'est un problème de concentration. Souvent, je me balance. Vers la gauche, vers la droite, d'avant en arrière, ou je secoue une jambe. Ça m'a souvent fait l'objet de remarques d'ailleurs dans des réunions. Je tape tout le temps des doigts. Voilà, ça m'apaise. Je parle tout seul ou dans ma tête. Je me sens les doigts souvent. Je vérifie quelle odeur ils ont. J'aime bien, ça me rassure. Même s'ils sont propres, hein, je me lave les mains frénétiquement tout le temps. Mais j'ai peur des rideaux de douche, le contact, vous savez. Et puis les salles de bain sans fenêtre. J'ai une phobie de l'eau. Donc il me faut de la lumière naturelle pour m'apaiser. Je siffle aussi très souvent quand je vais bien ou quand j'ai besoin de me rassurer. Alors des fois c'est inapproprié, je m'en rends pas compte et puis on me fait remarquer, salle d'attente ou au travail. Je suis rigide, hein, je change d'avis très difficilement selon mes proches. Des fois pourtant j'ai tort, je finis par le reconnaître, mais pour me convaincre, il faut y aller avec des sacrés arguments quand même. Hein. J'ai une phobie des canalisations. Alors là, je ne peux pas expliquer pourquoi. Depuis tout petit, j'ai une phobie des tuyaux, des canalisations. C'est quelque chose qui me fait très peur. Très peur des baignoires, très peur d'une manière générale des salles de bain.
J'aime pas les câlins. J'aime pas les câlins, même les câlins à mon enfant. Voilà. J'en fais, bien sûr, pour faire plaisir, pour faire du bien. Mais moi, personnellement, ça m'apporte rien. D'ailleurs, c'est pareil, je sais pas réagir. Quand mon enfant se blesse ou est malade, par exemple, elle va se mettre à vomir parce qu'elle a attrapé un truc. Je reste bloqué, je sais pas comment faire. Je suis un peu dans... Bah, c'est de l'inattendu, qui ne pouvait pas se prévoir, imprévisible. Je sais pas comment faire. Elle se blesse. Alors j'apprends, hein, maintenant, elle a 10 ans. Hier, elle a hurlé à un moment donné. Voilà, il y a eu un cheminement pendant 3-4 secondes. Je me suis dit, elle a dû se faire mal. Donc ça veut dire que je dois sûrement aller voir. Voilà, j'y suis allé. Mais ça a été long, hein, 10 ans. J'ai peur d'aller chez le médecin. J'ai peur d'aller chez le médecin parce que j'ai peur d'être incompris. Même mon médecin traitant qui me connaît maintenant parfaitement, j'ai toujours peur d'être mal compris, de ne pas savoir répondre aux questions. J'ai du mal à adapter ma tenue vestimentaire au contexte. Par exemple, souvent, enfin maintenant, avec mon diagnostic, ça va mieux. Mais avant, je vais à une formation, bah, je me fais beau. Je me dis, voilà, c'est pas tous les jours qu'on va en formation, etc. Hop, je me mettais en costard. J'arrivais là-bas, tout le monde était décontracté. Alors que d'habitude, ils sont en costard au boulot. Parce que pour eux, la formation, c'est un peu coolos. Voilà, donc on va y aller en tenue du vendredi ou en tenue du week-end. Voilà, souvent je suis en décalage. J'ai des problèmes aussi des blessures. Comme je vous dis, je sens pas la douleur, donc je sens pas les blessures. Ça arrive souvent que il n'y a pas longtemps, je suis arrivé face à ma femme qui a hurlé, qui me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu saignes de partout à la tête. J'ai regardé dans un miroir, effectivement, j'avais le visage rempli de sang. C'était une blessure mineure mais qui saignait beaucoup. Je m'en étais pas rendu compte. Je marche pieds nus dès que possible, la sensation, pour moi c'est très très important. Ça m'apaise énormément de marcher pieds nus partout, dès que possible. D'ailleurs, je déteste me brosser les dents pour le même genre de raison. Je pense que ça tient au toucher. L'intrusion dans la bouche, c'est très difficile pour moi. J'ai un problème de démarche aussi. On s'est toujours moqué de moi, de ma façon de marcher. Je ne sais pas d'ailleurs, j'arrive pas à voir moi-même. Mais il y a encore quelques jours, j'ai demandé à mon frère, on n'en avait jamais parlé avant, si je marchais bizarrement. Il m'a dit oui, effectivement, je te retrouvais, tu marchais bizarrement. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai une excellente mémoire, c'est ce que j'avais dit aussi au médecin. D'ailleurs, on l'a vu lors des tests ensuite. Je ne suis pas choqué dans mon travail par les événements choquants. Choquants pour le plus grand nombre. Ça m'est arrivé d'être dans un travail dans le secteur de la santé, où on avait des fois des gens qui arrivaient décapités, des nourrissons morts, voilà, de mort subite, des choses comme ça. Même pour des soignants, ça reste une situation qui peut être choquante parfois et qui demande à ce qu'ils aillent après s'isoler un peu, etc. Moi, ça m'a jamais rien fait. Je ne sais pas pourquoi. Et enfin, ce que j'ai dit à mon médecin pour le diagnostic, j'aime m'allonger au sol, directement, par terre, sur le sol nu et froid. Ça m'apaise, ça me rassure. Voilà pour cette vidéo, un peu longue, tout ce que j'ai dit à mon médecin lors du premier rendez-vous préalable à voir s'il était utile de se lancer dans une démarche diagnostique. Lorsque j'ai fini de lui dire tout ça, elle m'a dit il faut faire les bilans. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée de ce que l'on peut avancer comme chose auprès de son médecin. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je vous ai enlevé 3-4 exemples qui étaient vraiment trop personnels. Mais je pense que voilà, faut y aller à fond dans l'honnêteté. Parce que quand on discute avec le médecin, comme on a un masque, même s'il est très bon comme médecin, c'est pas forcément évident pour lui de diagnostiquer. Donc je pense que c'est important de donner des exemples de bizarreries qu'on a notées, qu'on voit
qui sont bizarres aux yeux des autres, qu'on a repérés bizarres aux yeux des autres. Et je pense que c'est important de donner des exemples au médecin pour lui donner les cartes, des éléments pour pouvoir nous lancer ou pas dans le bilan. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.